Bienvenue à ce cours. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle aventure d'apprentissage. Ensemble, nous allons explorer le sujet de la recherche opérationnelle de manière, espérant, claire et progressive. Que vous soyez débutant et ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, ce cours est conçu pour vous accompagner pas à pas. Installez-vous confortablement et commençons. Durant cette vidéo, on va définir la recherche opérationnelle. Pour traiter ce sujet, nous utilisons les modèles mathématiques. Il y en a plusieurs. Durant ce cours, on va s'intéresser à la programmation linéaire. La recherche opérationnelle est la discipline des mathématiques appliquées traitant des cas d'utilisation optimale des ressources. Pourquoi en recherche opérationnelle nous nous intéressons à l'optimisation des ressources? Sachant que l'économie est la science qui étudie la production, la distribution et la consommation des ressources afin de répondre aux besoins humains. Elle vise à comprendre comment ces ressources, qui sont limitées, peuvent être allouées de manière efficace pour maximiser le bien-être collectif. Par contre, la gestion est l'ensemble des pratiques et des stratégies permettant d'optimiser l'utilisation de ces ressources au sein d'une organisation. Donc, l'économie analyse la manière dont les ressources sont allouées à l'échelle d'une société, tandis que la gestion se concentre sur leur optimisation au sein des organisations. Parmi les domaines d'application de la recherche opérationnelle, il y en a plusieurs. On peut parler de la gestion de production, marketing, finance, gestion des ressources humaines et logistique. C'est quoi la recherche? Selon une approche scientifique, est un ensemble d'étapes qui commence par analyse des besoins, collection des données, conception d'un modèle mathématique qui est l'objectif de cette séance, trouver une solution, bien la solution optimale, la valider par la suite et faire des tests et ajustements. Le mot opérationnel vient du mot opération, c'est un ensemble de moyens à utiliser afin d'obtenir un résultat. Dans ce cas, la recherche opérationnelle peut être définie comme suivant. Comment organiser les opérations, production, transport, construction et autres, d'une organisation, bien sûr, d'une manière optimale. Donc, la recherche opérationnelle est la discipline des méthodes scientifiques utilisables pour élaborer de meilleures décisions. Bien sûr, ces décisions-là seront prises selon la solution optimale qu'on va trouver dans le cas réel. En recherche opérationnelle, l'optimisation désigne le processus de formulation et de résolution de problèmes visant à identifier la meilleure solution possible parmi un ensemble de solutions admissibles. C'est-à-dire quoi? Très simple. Dans une étude de cas, nous aurons plusieurs solutions. On les appelle des solutions admissibles. D'accord? Parmi ces solutions admissibles, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la meilleure solution qui est la solution optimale. Ou bien, parfois, on peut trouver même des solutions optimales, plusieurs solutions. Donc, la recherche opérationnelle peut être définie comme ensemble des méthodes et techniques
rationnelle orientée vers la recherche du meilleur choix dans la façon d'opérer en vue d'aboutir au résultat visé, au meilleur résultat possible. La recherche opérationnelle est la science qui détermine le meilleur plan d'action, c'est-à-dire le cas optimal, pour un problème de décision sous la contrainte de ressources qui sont toujours limitées. Après avoir défini la recherche opérationnelle, on peut parler du modèle mathématique avec lequel on peut résoudre nos études de cas, nos cas d'études. Alors, un modèle est un outil qui nous aide à obtenir une vision bien structurée de la réalité. Ainsi, il fournit un moyen d'analyser le comportement des composants d'un système afin d'en optimiser les performances. Il permet d'analyser cette situation sans interférer avec le fonctionnement réel, puisque le modèle est un miroir de ce qui se passe. C'est-à-dire le modèle doit refléter la réalité. Les modèles mathématiques utilisent des équations mathématiques pour décrire le comportement du système, pour décrire le comportement réel du système. Donc, tout modèle mathématique comprend principalement 4 ensembles. Bien sûr, on est en train de parler dans l'axe de la recherche opérationnelle de base. Donc, nous avons quatre ensembles d'éléments de base. Ces éléments sont les suivants, par des variables de décision, paramètres, fonctions objectives et restrictions. On va commencer par les variables de décision. Il s'agit des inconnus ou bien des décisions à prendre en résolvant le modèle. Les paramètres de décision, il s'agit des valeurs connues qui relient les variables aux contraintes ou à la fonction objective. La fonction objective, ou bien on peut l'appeler aussi la fonction économique, est la mesure de l'efficacité du système exprimée sous la forme d'une fonction mathématique des variables de décision. Le modèle de décision optimale produit la meilleure valeur de la fonction objective. Bien sûr, la meilleure valeur de la fonction objective dépend bien sûr. Est-ce qu'on est en train de maximiser ou bien on cherche à minimiser? En général, on maximise un avantage sous forme d'un profit, d'un rendement, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on minimise? Un inconvénient, des coûts et des dépenses. Là, il s'agit de règles générales. Donc, la quatrième est ce sont des restrictions. Il s'agit des contraintes technologiques ou bien économiques et autres du système qui limitent ou bien qui freinent les variables de décision à une gamme de valeurs réalisables. Après avoir introduit le modèle mathématique d'une manière générale, on va parler d'un modèle mathématique. Il s'agit de la programmation linéaire dans lequel on va essayer d'appliquer ce que nous avons vu avant. Le programme linéaire s'exprime avec une fonction économique qui s'écrit sous la forme suivante. C'est la forme f du xi qui est égale à la somme de ci, xi. Les ci sont des coefficients de la fonction économique et xi représente des variables de décision ou bien il s'agit des variables d'état. Alors, la programmation linéaire traite la planification des activités en vue d'obtenir un résultat optimal. Donc, les contraintes s'expriment sous forme des inéquations.
Si on cherche à maximiser la fonction économique, c'est-à-dire nous avons un cas de maximisation d'un avantage, un profit ou autre, des contraintes doivent s'écrire sous forme d'inégalité de signe inférieur ou égal. Pourquoi on trouve maximum? Normalement, lorsqu'on trouve un maximum, on se croit qu'on est en train de parler de cas de signe doit être supérieur ou égal. Or, que c'est non. Pourquoi? Je vous donne un petit exemple. Si je vous dis, par exemple, la note maximale que les étudiants puissent obtenir est 20. Est-ce que dans ce cas, les étudiants peuvent dépasser 20? Non. Donc, les notes qu'ils peuvent obtenir, ce sont 12, 16, 18, 4, je ne sais pas moi. Il s'agit des notes inférieures à 20. Donc, vu qu'on parle d'inférieur, c'est-à-dire les notes dans ce cas doivent être inférieures, donc on doit utiliser le signe inférieur ou égal. Si on cherche à minimiser maintenant la fonction objectif, les contraintes s'écrivent sous forme d'inégalité de signe supérieur ou égal. Pourquoi? C'est très simple. Si je vous donne le même exemple, c'est-à-dire je peux vous dire que la note minimale obtenue est 12. Donc, est-ce que quelqu'un a obtenu 11? Non. Donc, toutes les notes sont supérieures ou égales à 12. Donc, pour cela, on met le signe supérieur ou égal. Les variables de décision sont toujours de signe positif et on les appelle les contraintes de positivité, c'est-à-dire nous aurons xi supérieur ou égal à 0, xi c'est-à-dire x1, x2, ainsi de suite. À travers la programmation linéaire, on parle de la forme canonique du modèle. Donc, nous avons un tableau qui contient deux formes, bien deux cas, le cas de maximisation et le cas de minimisation. Nous avons la fonction objective sous forme linéaire, c'est axi plus b, c'est axi, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ce sont des contraintes, d'accord? Ce sont des contraintes inférieures à une ressource B1 jusqu'à Bn dans cet exemple. D'accord? Dans ce cas, c'est maximisation. Pour le cas de minimisation, nous avons des contraintes avec un signe supérieur ou égal. Alors, on va essayer de voir ensemble un exemple de production. D'accord? On va essayer de modéliser cet exercice. Nous avons soit le problème de production suivant. Nous avons une firme fabrique de produits P1 et P2 à l'aide des matières premières M1, M2 et M3 en quantité respective 8 kg, 7 kg et 3 kg. La production d'une unité de P1 nécessite 2 kg de M1 et 4 kg de M2. Or, la production d'une unité de P2 exige 2 kg de M2 et 1 kg pour M1 et M3. Donc, le profit d'une unité de P1 due à la fabrication est égal à 5 dirhams et celui d'une unité de P2 est égal à 6 dirhams. C'est quoi la mission de cet exercice ou bien de la direction? Et de faire fonctionner cette usine de manière optimale avec un profit maximal en respectant les contraintes sur les matières premières. Donc, comment on peut résoudre ce problème? Donc, on va procéder. Donc, à partir de cet énoncé, on va essayer de remplir ce tableau-là. D'accord? Toujours, on commence par remplir
un tableau pour donner un résumé de notre énoncé. Donc, comment on peut le remplir? Donc, on va essayer de le faire ensemble. Nous avons une firme fabrique de produits. Nous avons P1 et P2. Donc, on va mettre P1 et P2. À l'aide des matières premières M1, M2, M3. Donc, pour la première colonne, on va mettre nos matières premières. En quantité respective, nous avons une quantité respective de 8 kg, 7 et 3. Donc là, ce sont des quantités qui expriment des ressources. Donc M1 va correspondre à 8 kg. D'accord. Nous avons M2 qui correspond à 7. Et nous avons 3 kg qui correspond à la matière première M3. La production d'une unité de P1, chaque unité de P1 nécessite cette fois-ci combien? 2 kg de M1. Donc nous avons P1 avec M1, donc nous avons ici 2 et 4 kg de M2. D'accord, donc est-ce que nous avons M3? Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. D'accord, on va continuer. Or, la production d'une unité de P2, combien il existe? Il existe 2 kg de M2, donc là voilà 2 de M2, et nous avons 1 kg pour M1 et M3. Donc on aura M1, 1 et 1 pour M1, M3. Donc là, il faut faire attention parce que j'ai commencé par M2. Je n'ai pas commencé par M1. Donc, il faut faire attention lorsque vous remplissez le tableau. Le profit d'une unité de P1 due à la fabrication est égal à 5 dirhams. Donc, maintenant, je parle du profit. Nous avons 5 digrammes correspond à P1. Donc, on va mettre ici le profit. Donc, on a 5. Vous voyez ici que j'ai mis 0 parce qu'il n'y a rien ici. Donc, voilà le 0 parce qu'il n'y a rien. Au niveau de M3. Et celui d'une unité de P2 est égal à 6. Donc, 6 dirhams pour P2. La mission de la direction est de faire fonctionner cette usine de manière optimale avec un profit. Donc là, nous avons un problème de maximisation. Alors voilà notre exemple, ou bien notre tableau. Donc maintenant, on va essayer d'identifier les paramètres. Donc on va poser un ensemble de questions. On peut commencer par cette question. Quelles sont les informations dont doit disposer le responsable de cette entreprise pour considérer que son problème est résolu? La réponse, il suffit de connaître la quantité du produit P1 et celle de P2 à fabriquer d'une manière quotidienne. Donc, si on sait le nombre à produire ou bien à fabriquer de P1 et P2, donc c'est terminé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la quantité de P1 et la quantité de P2. Donc, on va noter X1, la quantité du produit P1 à produire, et X2, la quantité du produit P2 à fabriquer. Donc, les variables X1 et X2 sont dites des variables de décision. Maintenant, on a pu identifier nos variables de décision pour cet énoncé. Il s'agit des quantités des deux produits, X1 et X2. Quel profit l'entreprise va gagner après la vente de ces deux produits? On peut poser cette question. Quel est le profit qu'on est en train de le maximiser?
pour le produit P1, l'entreprise va gagner 5 dirhams par unité. Si on va fabriquer deux unités de P1, donc on va gagner 5 dirhams fois 2, c'est 10. Si on va produire 3, donc nous aurons 3 fois 5, c'est 15, ainsi de suite. Donc, combien nous avons de quantité de P1, c'est X1. Donc nous avons X1 unités, donc cette production va nous rapporter combien? 5 fois X1. 5 fois la quantité qui est X1, d'après ce que nous avons vu précédemment. Pour la quantité X2, donc si nous avons chaque unité de P2, on va gagner 6 dirhams. Si nous avons 2, donc c'est 6 fois 2. Si nous avons 3, c'est 6 fois 3. Si nous avons X2 quantité, donc on va générer 6 fois X2. Donc le profit total à générer, c'est la somme des deux. C'est 5x1 plus 6x2. On note ce profit total par Z et laisserions implicite l'unité monétaire, c'est-à-dire on ne va pas mentionner l'unité. Donc nous avons Z égale à 5x1 plus 6x2. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche évidemment à rendre Z aussi grand que possible, c'est-à-dire on doit le maximiser en donnant x1 et x2 des valeurs appropriées. Donc cette fonction z qui exprime l'objectif de notre problème, parce qu'on cherche à maximiser le profit, s'appelle fonction objective ou fonction économique. Donc, on va l'écrire de la manière suivante. Donc, c'est le max de z égale à 5x1 plus 6x2, c'est-à-dire on est en train de maximiser la fonction objective. Donc, on doit la mentionner. Pour les contraintes, qu'est-ce qu'on peut dire? Le fait de maximiser z ne dépend pas uniquement de x1 et x2. C'est-à-dire maintenant, vous pouvez me dire, voilà, pour gagner plus d'argent, je dis n'importe quoi, je vais produire 100 unités de P1 et 1000 unités de P2 chaque jour. Mais est-ce que vraiment on est capable de faire ce nombre de productions? La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons toujours un problème de quoi? Des ressources, parce que nous avons des ressources qui sont limitées. On ne peut pas dépasser 8 kg de M1 de chaque jour, comme ressource que nous avons. On ne peut pas dépasser 7 kg de M2 et 3 kg de M3. Donc, il y a des contraintes relatives aux matières premières. Donc, on va essayer de comprendre ceci, comment on peut le faire. Alors, ou bien comment on peut le modéliser. Durant la journée, on ne peut pas dépasser les 8 kg de M1. Donc, le nombre de kilogrammes de M1 doit être inférieur ou égal à 8. Alors, une unité de P1. Nous avons une unité de P1. Nécessite combien de kilogrammes? Il nécessite 2 kg. D'accord? De M1. Donc, si on va fabriquer deux P1, donc on a 2 unités de P1, on a besoin de 2 fois 2, c'est-à-dire on a besoin de 4 kg de M1. Si on va fabriquer 3 unités, donc on a besoin de 3 fois 2 kg, c'est-à-dire on a besoin de 6 kg, ainsi de suite. Mais c'est quoi le truc? Nous avons 8. Donc c'est ça l'astuce, on ne peut pas dépasser 8. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir 5 unités de P1? La réponse est non. Pourquoi? Parce que 5 fois 2, c'est 10. 10 est supérieur à 8. Donc on a dépassé notre capacité. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a besoin d'une P1, donc il va nécessiter combien? 2 fois x1 kg. C'est ce que nous pouvons avoir pour P1. Mais M1, il participe à la fabrication de P1, aussi de P2.
Donc, une unité de P2 nécessite combien de kilogrammes? D'après l'exercice, 1 kg. Donc, si nous avons 3 unités, ça va nécessiter 3 kg. Donc, si nous avons x2 unités, parce que P2, il correspond à x2, c'est pas x1, donc nous avons x2 unités de P2 va nécessiter combien? x2 kg. Donc, la contrainte relative à la matière première M1, c'est quoi? C'est la somme des deux. Ces 2x1 plus x2 doivent être comment? Inférieurs à 8. Cette contrainte, son interprétation est la suivante. Cette contrainte assure que la somme de la matière première M1 utilisée dans la production des deux produits ne dépasse pas la quantité disponible qui est 8 kg. Alors, pour la matière première M2, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, avec la même façon, on peut dire que nous avons cette formule 4x1 plus 2x2 doivent être inférieurs à 7 kg. Cette contrainte assure que la somme de la matière première M2 utilisée dans la production des deux produits ne dépasse pas la quantité disponible qui est 7 kg. Pour M3, c'est la même chose. Nous avons M3 participe à la fabrication que de P2, donc nous avons ici X2 doivent être inférieurs à la quantité disponible qui est 3. Pour les contraintes de positivité, qu'on ne doit pas les oublier parce qu'elles sont très importantes, on s'assure que la solution ne comporte pas de valeurs négatives. D'accord? C'est inacceptable parce qu'on parle des quantités. Là, la quantité ne peut pas être négative. Donc, nous avons x1 et x2 doivent être positifs. Donc, le programme linéaire sous forme canonique est le suivant. Donc, on commence par la fonction objective qui est maximum de z qui est égal à 5x1 plus 6x2, qui s'exprime notre profit, d'accord? Donc là, nous avons les trois contraintes avec une contrainte de positivité. Nous avons 2x1 plus x2, il est inférieur à 8, 4x1 plus 2x2 inférieur à 7, et x1 inférieur ou égal à 3, avec x1 et x2 doivent être positifs. Donc, voilà. Donc, voilà ce que nous avons pu faire durant cette vidéo. Donc, pour la vidéo prochaine, on va essayer de trouver la solution optimale à travers la méthode graphique. À très bientôt.